Choisir, c'est mourir un peu. Et c'est exactement pour ça que vous n'y arrivez pas. Et si votre incapacité à choisir vous coûtait plus cher que vos mauvais choix? Parce qu'en fait, ce que personne ne nous dit sur le fait de prendre une décision, c'est que l'indécision, elle n'est pas neutre, elle a un prix et il est même très élevé. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de comment voir pour faire un choix malgré la peur. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport avec la gestion du temps et l'organisation? Eh bien, parce que il va falloir savoir faire un choix rapide, un bon choix, sans perdre de temps, sans avoir de la charge mentale, sans avoir des regrets ou des remords. Et vous allez voir qu'en fait, le choix est totalement lié à la gestion du temps et à l'organisation. Si vous aimez bien le podcast, pensez à vous abonner. Vous êtes 90% à l'écouter et à ne pas être abonné. Franchement, c'est gratuit, faites-le. Je vous laisse juste quelques secondes. Voilà, je vous fais confiance, je compte sur vous. Je pense que vous avez appuyé sur le bouton abonner. Vous pouvez même également lui mettre 5 étoiles si jamais vous avez des épisodes qui vous plaisent. Franchement, nous, ça nous aide énormément. Allez, j'arrête de vous embêter avec ça et on attaque l'épisode. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode de la saison 1 de OBT. Et on va voir comment faire un choix malgré la peur. Je vous l'ai dit, choisir, c'est mourir un peu. Et c'est exactement en fait pour ça que vous n'y arrivez pas. Parce que votre incapacité à choisir vous coûte plus cher que vos mauvais choix. Tout simplement parce que vous ne savez pas. Parce que vous êtes oppressé par le choix. Parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de choisir. Alors oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas tout faire. Et refuser de choisir, c'est quelque part déjà avoir choisi. Il y a un projet que vous allez porter par exemple depuis longtemps, peut-être même plusieurs projets. Un projet que vous n'avez pas encore lancé, une direction que vous n'avez pas encore prise. Et peut-être même une décision que vous n'avez pas encore tranchée. Et quand quelqu'un en fait vous demande pourquoi, vous répondez que vous n'avez pas encore eu le temps, que les conditions ne sont pas encore réunies, que vous y réfléchissez encore. Et vous voyez où je veux en venir quand je vous dis que c'est lié à la gestion du temps et à l'organisation. En vrai, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que c'est pas vraiment ça. La vraie raison, c'est que choisir, ça fait peur. Choisir, c'est fermer. Choisir, c'est renoncer à toutes les autres options. Éventuellement à toutes les autres vies possibles que vous pourriez vivre si vous ne choisissez pas celle-là. Et tant que vous ne choisissez pas, vous pouvez croire que tout est possible. Que vous pourrez, si vous voulez. Et ça, c'est une illusion confortable et elle vous coûte énormément. Et l'idée de cet épisode, c'est une invitation à regarder en fait ce qui se passe face à l'indécision, ce que ça vous coûte réellement, et à comprendre pourquoi le renoncement fait aussi mal, et à trouver les outils concrets en fait pour enfin choisir, même imparfaitement et même avec la peur. J'ai publié 2 vidéos sur les réseaux pour vous donner une idée un petit peu de comment faire des choix rapidement sans se prendre la tête. Là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vous les mettrai en description de l'épisode si j'y pense. Alors, choisir, c'est mourir un peu. Ça, c'est ce que les philosophes ont compris avant nous. Et je dis ça, c'est pas une métaphore gratuite en fait. C'est vraiment une formulation directe d'une idée que plusieurs philosophes ont explorée avec une profondeur intéressante. Le premier qu'on avait parlé, c'est Sartre, dans L'être et le néant. Et en fait, il va défendre une idée qui va déranger. C'est-à-dire que l'être humain est condamné à être libre. Il n'y a pas de nature humaine préétablie, pas de destin, pas de Dieu qui aurait tout décidé à votre place par rapport à ce que tu dois faire par rapport à ce que vous devez faire de votre vie. Vous êtes libre radicalement. Et cette liberté, quelque part, c'est un fardeau autant qu'une chance. Ça, c'est ce que dit Sartre. Parce que qui dit liberté dit responsabilité totale de ses choix. Et qui dit choix dit renoncement à tout ce qu'on n'a pas choisi. Alors ok, j'espère que je ne vous ai pas perdu jusqu'ici. Mais en gros, pour Sartre, fuir cette liberté en ne choisissant pas, en laissant les circonstances décider à votre place, en remettant indéfiniment, c'est ce qui s'appelle la mauvaise foi. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat. Quand vous refusez de choisir, vous faites semblant de ne pas être libre. Et quelque part, vous vous mentez à vous-même. Et après, il y a un philosophe danois, Kierkegaard, 19e siècle,
qui avait développé aussi une idée très proche. Il disait « L'existence authentique commence au moment où on assume la discontinuité du choix. L'idée que choisir une voie, c'est définitivement ne pas prendre l'autre. » Et là, lui, il décrivait l'angoisse du choix comme constitutive de la condition humaine. L'angoisse, c'est ce qu'il disait, c'est pas un signe que quelque chose va mal, c'est le vertige de la liberté. C'est ce qu'on appelle les restrictions existentielles. Et ça, c'est Irvan Yalom, qui est un philosophe et psychiatre, qui analyse ça. Il observe, en fait, lui, dans sa pratique clinique, que beaucoup de souffrances psychologiques viennent non pas des mauvais choix qu'on a faits, mais des choix qu'on n'a pas faits et des vies parallèles, quelque part, un peu imaginaires, qu'on continue de porter comme un point invisible. Et en fait, l'idée, pourquoi je vous donne ces idées un peu philosophiques, c'est que ça converge tous vers la même idée. C'est que le renoncement, c'est pas une perte accessoire du choix. En fait, c'en est l'essence totale. Donc choisir, c'est accepter de mourir un peu, c'est accepter que certaines versions de nous-mêmes n'existeront jamais. Et c'est précisément parce que c'est difficile que tant de personnes évitent de choisir, procrastinent et perdent du temps. Et derrière ça, il y a un coût. Ce qu'on appelle le coût de l'indécision, ce que vous ne voyez pas. Parce que ne pas décider, quelque part, on se dit, je préserve mes options, je reste flexible. C'est ne rien perdre. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie perso? Et je suis sûr que ça va faire écho en vous. Par exemple, vous réfléchissez depuis quelques semaines, peut-être même plusieurs années, à une reconversion professionnelle. Et ça, en tant que coach, je le vois très très souvent. Des personnes qui viennent, qui se reconvertissent, qui veulent trouver une autre voie, etc. Et il y en a qui n'ont pas encore décidé. Pendant ces 2 ans-là, par exemple, ou ces semaines où elles sont dans la réflexion, vous avez continué dans un travail qui, je sais pas moi, qui va vous peser, etc. En disant que de toute façon, c'est temporaire. Et là, vous allez consacrer une partie de vos soirées, de vos week-ends à y penser, à comparer des formations, à lire des témoignages, sans jamais, quelque part, vous engager vraiment, parce que vous avez peur. Vous n'avez pas pris de décision. Et pourtant, pendant 1 an, 2 ans, plusieurs jours, vous êtes dans une sorte d'entre-deux qui est complètement épuisant au niveau de la charge mentale. Et vous ne savez pas si je reste, si je pars. Et c'est 2 ans d'énergie qui sont dépensés, non pas à construire quelque chose, mais à maintenir une question ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est typiquement de la gestion du temps, en fait. La gestion du temps, la gestion de son énergie. Si vous écoutez le podcast depuis le début, on arrive là, c'est le 51e épisode. Je vous parle de l'énergie, c'est hyper important d'avoir la bonne énergie au bon moment, de faire les choses quand on a de l'énergie. Et bien là, vous gaspillez cette énergie-là à ne pas choisir en fait. Dans la vie professionnelle, si vous êtes manager par exemple, vous allez devoir décider si votre équipe adopte un nouvel outil de gestion de projet par exemple. Vous allez reporter la décision de réunion en réunion. Et peut-être que tout le monde en attendant continue avec des outils différents. Et du coup, il peut y avoir des communications qui se perdent, de l'inefficacité, etc., etc. Et tout ça, ça s'accumule. Et chaque semaine, en fait, sans décision, ça coûte du temps. Ça coûte de l'énergie et forcément, parfois, ça coûte de l'argent. Et donc, un mauvais choix d'outil, par exemple, corrigé rapidement, ça aurait été moins coûteux que 6 mois d'indécision. Dans vos projets créatifs, c'est la même chose. Vous pouvez écrire un livre, lancer un podcast, créer une formation, et je sais de quoi je parle. Vous avez plusieurs idées, vous ne savez pas laquelle choisir. Alors, vous allez travailler un peu sur chacune d'elles, sans jamais vraiment avancer sur aucune. Et 6 mois plus tard, en fait, vous avez 5 projets qui sont à 10%, au lieu d'un seul projet qui est à 60%. Et ça, c'est de l'organisation. C'est de la gestion du temps par rapport à votre indécision. Moi, par exemple, ça va faire 1 an que j'ai presque pas touché un pinceau. J'ai touché un petit peu, puis je m'y suis remis, puis j'ai arrêté, etc. Parce que je me suis consacré à autre chose. Donc j'ai renoncé cette année-là à mes projets artistiques. Mais par contre, j'ai vachement avancé, par exemple dans le podcast, j'ai vachement avancé dans la création de nouvelles offres, etc., etc. J'ai pas tout commencé en même temps. J'ai plusieurs projets qui sont commencés en même temps, mais je n'avance pas parallèlement avec. Ils sont lancés. Il y en a, pendant 1 mois, je m'y consacre. Il avance de 20-30%. Après, j'en termine un autre, etc., etc. Mais par contre, chaque fois que je suis sur un projet, je suis focus à fond sur un projet.
C'est juste que parfois, j'ai des fenêtres et donc je lance un projet. Mais je sais qu'il ne sera pas terminé tout de suite. Je sais que lui va mettre du temps. Et je laisse à 10% pendant, je sais pas moi, 2, 3, 4 mois. Mais mon autre projet à côté, il avance de 40, 50%, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Et donc, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, multiplier les options, ça ne vous rend pas plus heureux. Ça rend même plus anxieux, ça paralyse. Et on est moins satisfait du coup des choix qu'on finit par faire. Parce que plus il y a d'options, plus le coût d'opportunité imaginaire est élevé. Et plus la comparaison avec les options non choisies, elle est douloureuse. Et je vais mettre en relation, on va dire, une image, une situation qui vous est tous arrivée. En tout cas pour ceux qui conduisent des voitures. Vous arrivez sur un parking. Il y a 90% du parking qui est vide. D'accord? Donc vous pouvez vous garer vraiment où vous voulez. Et ben, vous allez mettre beaucoup plus de temps à trouver la place qu'il vous faut. Ah ben, est-ce que je me gare là? Bah attends, là je suis pas plus mal. Et puis là je suis pas à l'ombre. Et puis ci, et puis ça. Si vous arrivez sur ce même parking, mais qu'il est à 90% rempli, qu'il vous reste 2 places, ben vous n'allez pas vous poser la question. Vous allez rentrer dans une des 2 places et basta. Et donc ça, on appelle le coût de l'indécision en psychologie cognitive. C'est la charge cognitive résiduelle. Donc chaque décision qui est non prise va rester ouverte en fait dans votre mémoire de travail comme un onglet un peu actif dans un navigateur. Ça va vous prendre de la charge mentale, ça va vous prendre de l'énergie. Et comme plus il y a d'onglets, plus le système va ralentir. Et vous avez quelque part l'impression de travailler sur ces décisions qui en suspens. Et en fait, pas du tout. Ça va vous consommer de l'énergie mentale plus qu'autre chose, et en permanence. Alors pourquoi c'est si difficile de renoncer? Pourquoi cette indécision coûte autant? Et pourquoi est-ce qu'on s'y raccroche? Il y a une première raison qui est neurologique. Et à nouveau, je vous reparle de Daniel Kahneman, qui dit, et qui a décrit ce qu'il appelle l'aversion à la perte. Les humains ressentent la perte d'une option comme 2 fois plus intense que le gain équivalent. Donc en gros, perdre la possibilité de faire quelque chose, ça fait aussi mal neurochimiquement que perdre quelque chose qu'on avait déjà. Ce qui signifie que, quelque part, renoncer à une option, même si elle est imaginaire, ça active les mêmes circuits que perdre quelque chose dans le réel. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on se ferme une porte sur un choix, ça fait mal, même quand c'est la bonne décision. La deuxième raison, elle est identitaire. Tant qu'on n'a pas choisi, on ne peut pas être encore toutes les versions de soi-même. Je ne sais pas, celui qui aime bien jouer de la musique, il ne pourrait pas être le musicien qu'il aurait pu être, l'entrepreneur qu'on va peut-être devenir, l'expatrié qu'on envisage de devenir un jour, etc. Toutes ces identités potentielles qu'on a en nous, elles ont une valeur. Et elles font partie de ce qu'on croit en fait être. Et donc, choisir une direction, quelque part, c'est renoncer à ces identités alternatives, et ça peut ressentir comme, quelque part, perdre une partie de soi. Et je vais vous dire, et en parlant de ça, moi j'ai plutôt un profil, ce qu'on appelle multipotentiel. Alors, j'en sais rien si je suis multipotentiel en vrai. Mais par contre, je me suis intéressé à plein de choses. J'ai fait pas mal de prestations différentes. À la base, moi je suis préparateur mental, je suis prof de tennis, et c'est mon premier métier, mon premier vrai métier, entre guillemets. Et après, j'ai pu monter mon agence web, je me suis formé, je suis devenu webmaster. Ça fait depuis 2009 que j'ai mon agence web, que j'accompagne également des entreprises à utiliser vraiment le plein potentiel de leur site internet, de la stratégie web en général. Mais à côté de ça, en parallèle, pendant 10 ans, j'ai été photographe immobilier. Pendant 10 ans, pendant 5 ans, j'ai fait des mariages, en photographe de mariage, en prestataire, en étant photographe professionnel, déclaré. J'ai également, vous le savez, été artiste peintre. Je le suis toujours d'ailleurs. Je vends un peu moins de tableaux maintenant parce que je communique beaucoup moins dessus parce que justement, je fais des choix. Et ce choix, il est très dur à faire. J'aimerais tout faire. Ce que je veux dire par là, j'ai sorti des bandes dessinées aussi, je suis scénariste de BD. Ce que je veux dire par là, c'est que des choix, j'ai été obligé d'en faire. J'ai été obligé, par exemple, mes bandes dessinées, ça va faire 4 ans peut-être, ou 5 ans que j'ai pas sorti une bande dessinée, parce que j'avais pas le temps. Et pourtant, les scénarios étaient écrits, tout. Et là, hop, cette année, il y en a qui vont sortir, cette année ou le début de l'année prochaine. J'ai 2 tomes qui vont sortir de ma BD Neo Atomicus. Et donc, j'ai dû faire des choix à un moment donné, de dire, ok, je mets la BD de côté, je mets la peinture de côté, je mets la photo de côté. Parce qu'après, on se raccroche aussi à des choses qui nous font vivre. Moi, aujourd'hui, c'est mon organisme de formation qui me fait vivre. C'est la vente de mes formations, c'est mon agence web.
Et je ne peux pas tout faire en même temps. Et donc, pareil, quand j'ai monté mon organisme de formation il y a maintenant 6 ans, j'ai renoncé à une partie de mon agence web. Parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Et comme j'ai envie d'avoir plusieurs identités et que j'ai pas envie de me fermer là-dessus, j'ai lancé plusieurs trucs, j'ai fait plusieurs trucs. Sauf que je suis capable aujourd'hui de renoncer à certaines identités, à les mettre en pause, pour ensuite, derrière, hop, les faire revenir, les faire renaître quelque part, ou les relancer. Et c'est ce qui va se passer avec la peinture très bientôt. Pareil, je suis auteur, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mortal Coaching, j'ai sorti des recueils de poèmes. Là, je suis encore en train d'écrire. Donc, ce que vous voulez, c'est des choses que j'ai pas envie de renoncer à ces identités. On pourrait dire des identités alternatives. Mais par contre, je suis obligé de faire des choix pour les faire avancer au fur et à mesure dans ma vie. Et c'est ça le secret. En fait, quand on veut faire plusieurs choses. C'est pas tout faire en même temps. Moi, je fais tout en même temps, mais jamais au même moment, si vous voulez. Donc voilà. La troisième raison aussi, pourquoi ça fait mal, c'est que c'est une raison sociale. Dans la culture, en fait, on va valoriser l'agilité, la flexibilité, la capacité à pivoter, à rester ouvert. Ça peut sembler quelque part une qualité, parce que c'est je m'adapte. Oui, c'est vrai. Je ne ferme aucune porte. Je garde toutes mes options ouvertes. Ces formulations, elles ont une connotation qui sont positives. Mais en fait, derrière elles se cache souvent quelque chose qui est moins flatteur, c'est la peur de l'engagement et du coup ses conséquences derrière. Moi, ce que j'aimerais en fait vous faire comprendre, c'est que renoncer, c'est pas échouer, c'est simplement changer de regard. Il y a une distinction vraiment que je trouve très utile. Alors, ça, je l'ai lu plutôt dans tout ce qui est la pensée stoïcienne, entre guillemets, et notamment Marc Aurèle, qui est un des bouquins, vraiment, je vous recommande de lire. Ça fait cliché de dire ça, mais Penser pour moi-même, c'est un bouquin que j'adore. Et il revient régulièrement en fait sur l'idée que la valeur d'une action ne se mesure pas à son résultat externe, mais à l'intention et à l'effort soumis pour ce qu'on a mis en œuvre en fait, si vous voulez. Et c'est exactement ça, par exemple avec le podcast ici. Le podcast, j'en suis au 51e épisode. Je mesure pas si le podcast il est réussi par rapport au nombre d'écoutes. Je me dis, ok, j'ai réussi mon projet, j'ai réussi mon pari, parce que j'ai mis de l'intention, j'ai mis de l'effort. Et j'ai tenu pendant 52 semaines de suite. C'est ça le truc. Après, une fois que c'est sorti, une fois que l'épisode il est sorti, le résultat, peu importe, ça ne m'appartient plus. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont le partager, il y en a qui vont pas le partager. Mais moi, mon projet, il est réussi. Je mesure la réussite de ce projet-là. Et dans ce projet de faire 52 épisodes sur une année, eh ben, il va être réussi. Et les sous-projets intérieurs, c'est de sortir chaque semaine un épisode. Les stoïciens, du coup, ils distinguaient ce qui dépend de nous, donc nos choix, nos efforts, nos intentions, et ce qui n'en dépendait pas, les résultats, le jugement des autres, les circonstances. Et ben, quand je lance un projet, c'est exactement ce qui se passe. Tout ce qui ne dépend pas de moi, je m'en fous. Alors évidemment, mon podcast aujourd'hui, c'est pas c'est pas le podcast le plus connu de la productivité. Là, à l'heure actuelle, je dois être 150e, je crois, dans les podcasts de productivité sur les plateformes. C'est pas très grave en fait, je m'en fous. Mais j'ai réussi mon pari. J'ai fait des choses qui dépendent de moi. J'ai fait la pub que je pouvais faire, mais une fois pareil, la pub, une fois que je fais de la pub, de la promo là-dessus, ça ne m'appartient pas en fait, ce que les gens vont en penser. Et donc, si on l'applique ça au renoncement, ça donne quelque chose qui est libérateur. C'est-à-dire que renoncer à une option, c'est pas un échec, c'est un choix qui est actif, qui est délibéré. Et quelque part, ça va témoigner de votre clarté sur vos priorités. Parce que l'échec, ce ne serait pas de ne rien choisir, c'est de laisser le temps décider à votre place. Donc vraiment, distinguer ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Et concentrer votre énergie sur le premier, sur vraiment ce qui dépend de vous. Choisir dépend de vous. Le résultat de ce choix, lui, ne dépend que partiellement de vous. Et du coup, derrière, se paralyser par la peur d'un mauvais résultat, c'est confondre les deux, à mon avis en tout cas. Et donc, à ce moment-là, quand on a cet angle-là sur le renoncement, eh ben, c'est pas une mort, c'est une clarification. Et c'est la décision en fait de concentrer votre énergie finie sur ce qui compte vraiment, plutôt que la disperser sur tout ce qui pourrait potentiellement compter un jour.
Je vais vous donner ici 3 leviers concrets pour choisir malgré votre peur. Premier levier, nommer ce à quoi vous renoncez vraiment. La plupart des décisions qu'on évite, elles sont floues. Je ne sais pas si je dois rester dans ce poste ou partir, etc., dans cette entreprise, machin. Je ne sais pas si je dois me lancer dans ce projet ou si je dois attendre, etc. Donc la première étape, c'est pas de décider, c'est de rendre le renoncement visible et concret. Donc, prenez une feuille. D'un côté, vous écrivez ce que vous gardez, si vous choisissez l'option A. Et de l'autre côté, écrivez précisément ce à quoi vous renoncez si vous choisissez l'option A. Et c'est pas vaguement, c'est vraiment concrètement. Je renonce, par exemple, à la sécurité d'un salaire fixe pendant au moins 18 mois. Je renonce à la possibilité de vivre à l'étranger dans les 3 prochaines années. Je renonce à ce projet créatif pendant au moins 1 an. Quand vous rendez le renoncement qui est explicite, ça a 2 effets. D'abord, premièrement, ça vous permet de voir si ce à quoi vous renoncez, c'est réellement aussi important que ce que vous croyez. Et souvent, quand c'est écrit, on va dire noir sur blanc, eh ben, le renoncement, il fait moins mal qu'imaginé. Et la deuxième chose, c'est que ça vous permet de vous y préparer émotionnellement, de faire le deuil de manière consciente, plutôt que de subir. Et je rajouterais, ça c'est une des vidéos que j'ai mis quand on fait un choix, donc moi il y a le choix aussi sur un filtre, en fonction des projets, etc. Je vous mettrai le lien en vidéo, mais il y a un deuxième choix aussi qui peut être très facile à faire, et vous permettre de décider en 2 minutes. Je vous la fais très très courte ici. Imaginons, vous êtes amoureux de 2 personnes, vous n'avez pas laquelle choisir, vous êtes vraiment amoureux des 2 personnes, il va falloir en choisir une pour partager un moment de votre vie avec elle. Si vous commencez à faire des colonnes plus et moins, c'est mort. En fait, ah bah plus pour elle, par contre elle est moins là, elle est plus, elle est moins, je sais pas trop. Ça va pas vous avancer plus que ça. Par contre, si vous êtes prêt à supporter l'insupportable, là vous aurez un bon choix. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, moi je suis un homme, j'aime donc admettons 2 femmes. S'il y en a une qui est très jalouse et l'autre qui est très maniaque, ok, admettons, ce soit 2 choses qui me gênent un petit peu, vraiment, c'est les trucs le plus insupportable chez l'une, c'est qu'elle est maniaque, le plus insupportable chez l'autre, c'est qu'elle est jalouse. Qu'est-ce que je suis prêt à supporter le plus? Qu'elle soit jalouse ou qu'elle soit maniaque? Donc par exemple, dans mon cas, moi je suis prêt à supporter qu'elle soit maniaque. Tant pis. Par contre, jalouse, je sais que je ne supporterai pas. Et je choisis la personne qui est maniaque. Je choisis le négatif le plus supportable pour moi dans l'insupportable. Vous voyez? Et en 2 secondes, vous avez fait votre choix. Le deuxième levier, c'est de fixer une date limite qui est non négociable. Parce que l'indécision, évidemment, ça prospère dans le vide. Hein. Tant qu'il n'y a pas de date à laquelle la décision doit être prise, le cerveau, il n'a aucune raison de clore la question. Et il la laisse ouverte indéfiniment. Il y a un truc qui n'a rien à voir avec le choix. Et en quelque part, ça peut être un choix aussi. J'ai ma fille, par exemple, qui doit passer son code. Ça fait 6 ou 7 mois qu'elle a commencé à le réviser. Et en fait, elle s'est vraiment mise à le réviser qu'il y a, on va dire, 1 mois et demi. Parce que jusqu'à maintenant, la date était trop loin, il n'y avait pas de date définie de passage, et à partir du moment où j'ai dit ok, telle date tu vas passer le code, là elle s'y est mise. Donc fixer une date. Le cerveau il adore ça. C'est pas je vais bientôt décider. Non, une date précise. Le 15 du mois, j'aurai pris cette décision. Engagez-vous sur cette date auprès de quelqu'un d'autre, éventuellement un pote, un collègue, un proche, peu importe. Parce que pourquoi? Il y a une sorte de responsabilité sociale et c'est un des moteurs les plus puissants du passage à l'action. Donc ça va transformer du coup une intention floue en un engagement concret. Et je vous ai très souvent dit, un objectif flou mène à une connerie précise. Ok? Donc c'est hyper important. Troisième levier, c'est de tester avant de trancher définitivement. Il y a beaucoup de décisions qu'on vit en fait comme binaires. C'est tout ou rien, maintenant ou jamais. Et elles ne sont pas vraiment en fait, parce que avant de choisir en fait définitivement, c'est souvent possible de tester à petite échelle, de réduire peut-être l'enjeu du choix en le rendant quelque part réversible. Donc par exemple, vous hésitez, je ne sais pas moi, à adopter une nouvelle méthode de travail pour votre équipe. Et testez-la sur un projet pilote pendant 1 mois avec 2 personnes et vous regardez ce qui se passe. Vous voulez changer de ville, mais vous ne savez pas si vous y plairez. Passez 1 mois en télétravail dans une ville avant de vous décider, dans cette ville-là avant de vous décider. Donc ça, c'est une approche par expérimentation qui est plus pragmatique, entre guillemets. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la vérité d'une idée, en fait, elle se mesure à ses effets dans la réalité. Très souvent, on dit
l'herbe, elle n'est pas plus verte qu'ailleurs. Elle n'est pas plus verte ailleurs. On croit que l'herbe est plus verte qu'ailleurs parce qu'on veut changer, machin, si. Ok ? On ne peut pas tout savoir depuis son bureau, son ordinateur, etc. Donc, il y a certaines décisions qui ne se clarifient qu'en les vivant partiellement, en testant et en ajustant. Admettons, vous voulez partir vivre, je ne sais pas moi, au Canada, au Québec ou je ne sais pas où. Allez-y déjà l'hiver pour voir si vous allez aimer, en fait. Ok ? Restez 15, 20 jours là-bas, à moins 30, moins 40. Et si vous résistez à ça, vous pouvez vous dire, ok, ça ne me gêne pas. Peut-être que sur le long terme, ce sera plus gênant, mais en tout cas, vous pouvez tester. Donc, c'est aussi une possibilité. Le test, ça réduit le coût perçu du renoncement, parce qu'il rend la décision réversible. Et du coup, une décision réversible est infiniment plus facile à prendre qu'une décision permanente. Alors j'ai envie de vous dire, je ne suis pas forcément fan de ça, mais c'est pour ceux qui ont envie de prendre un petit peu le moins de risques. Alors, pour terminer, le renoncement, évidemment, ça construit quelque chose. C'est une idée importante pour moi parce qu'elle retourne complètement la façon dont on perçoit le renoncement. On pense au renoncement comme une perte. Donc moi, je vous dis, il faut changer de regard par rapport à ça. C'est pas quelque chose qu'on abandonne, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Il y a une autre façon de le voir. Chaque fois que vous allez renoncer consciemment à une option pour en choisir une autre, vous allez construire quelque chose d'invisible, mais quelque part qui va être précieux. Ça va être une cohérence. Vous allez devenir précisément quelqu'un qui a des priorités claires, qui sait ce qui compte et ce qui ne compte pas, qui ne se disperse pas dans 10 directions simultanées. Et on en revient justement à cette fameuse gestion du temps, à cette fameuse organisation, à ce focus, etc., etc., et à prioriser les actions. Et donc, toute cette cohérence, c'est la base de toute organisation durable. Ce n'est pas un système, ce n'est pas un outil. C'est une clarté sur ce qui mérite de passer votre temps et sur ce qui ne le mérite pas, si vous voulez. Et après, évidemment, je peux vous dire aussi de lire le bouquin, j'ai plus l'auteur, c'est une infirmière qui dit ben voilà, les 5 regrets des personnes qui sont en fin de vie, etc. Et dedans, il y a justement ne pas avoir décidé de vivre quelque part, vivre délibérément. Et c'est peut-être quelque part la meilleure définition du renoncement comme acte fondateur. Pas subir ses choix par défaut, pas laisser l'agenda des autres remplir le vôtre. Hein. Coucou les drivers, faire plaisir. C'est vraiment choisir activement, consciemment, en sachant ce à quoi vous renoncez et en l'assumant pleinement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet épisode qui est peut-être un peu long, un peu farfelu, mais j'espère que vous avez compris un petit peu le cheminement de pensée et comment on peut arriver à se dire qu'un choix, la façon de choisir, vient en fait de notre rapport au temps, de notre rapport à l'organisation. Donc je pense vraiment que l'indécision, c'est l'un des ennemis de la productivité et du bien-être. Parce qu'elle s'accumule quelque part silencieusement, décision après décision qui sont non prises, options après options qui sont maintenues ouvertes et qui vous bouffent de votre énergie, qui vous épuisent. Et ce qui la rend difficile à combattre, c'est qu'elle ressemble du coup à de la prudence, en fait. Ça ressemble peut-être à de la sagesse, alors que le plus souvent, c'est la peur qui se cache derrière ça. Alors, choisir, oui, c'est mourir un peu. Mais ne pas choisir, c'est ne pas vraiment vivre. Je finirai là-dessus. Voilà, si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui mettre 5 étoiles. Pensez à vous abonner au podcast et rappelez-vous, pour aller plus loin, il y a le système timer. C'est vraiment l'accompagnement qu'il vous faut. Si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place des actions adaptées à votre réalité pour regagner du temps avec vos proches, pour prendre conscience de votre relation au temps, du rapport que vous avez, et surtout pour retrouver cette sérénité. Et je vous laisserai à ce moment-là en faire la conclusion qui s'impose. La formation sur la gestion du temps, c'est également possible sur Annecy et partout en France en présentiel. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site calyptus.com. Il y a toutes les dates qui peuvent s'afficher. Et sinon, on peut faire aussi des dates sur mesure. Si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez envie que vos salariés soient formés, etc. Je vous dis à très bientôt.